Jane Doe, 16 ans. Je vis avec ma famille et ma sœur dans un quartier assez tranquille. J'ai un chien et je pense bientôt fonder une famille. Je suis passionnée par l'art et j'adore voyager. Mes amis me décriraient comme quelqu'un de gentil et ponctuel. Bon. Probablement plus de la moitié des personnes présentes dans cette salle doivent se dire que je suis quelqu'un de complètement banal. Et avec raison. Par contre, comment réagiriez-vous si je vous disais que la personnalité que je viens de vous décrire sera bientôt celle d'un robot capable de copier les caractéristiques d'une personnalité aussi bien que ce que je viens de faire? Parce que cela sera bientôt le cas. La singularité technologique, hypothèse supposant que la création de l'intelligence artificielle amènera un boom dans les découvertes technologiques, faisant en sorte que nous allons devoir changer radicalement la société comme on la connaît, arrive très bientôt. C'est ce que nous prédit Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google. Et nous, en tant que futurs membres actifs de la société, ne sommes pas encore rendus là. Par contre, il est possible de l'être. En effet, cette singularité propose plusieurs problèmes, tels que le fait que nous allons devoir l'adapter. Mes solutions se trouvent sur 3 aspects. Premièrement, nous allons devoir adapter notre système scolaire à cette éventualité. Deuxièmement, il va falloir ajuster notre système législatif afin de préparer l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et troisièmement, il va falloir changer notre perception quant aux communications globalement. Commençons par notre système d'éducation. En effet, l'arrivée de l'intelligence artificielle sur le milieu du travail fera en sorte qu'il y aura beaucoup d'automatisation des tâches. Cela signifie que plusieurs emplois, globalement plutôt dans le secteur de ceux qui sont au salaire minimum, vont disparaître. Dans cette optique, comment nous, en tant que simples êtres humains, allons-nous pouvoir compétitionner avec des robots avec une intelligence et une mémoire infiniment plus performantes que la nôtre? La réponse est simple. Grâce à notre expertise, notre créativité et notre individualité. Individualité qui devrait davantage être mise de l'avant dans notre système d'éducation, vu qu'elle correspond à la voie de l'avenir sur le milieu du travail. Trop souvent, ces temps-ci, le système d'éducation est davantage synonyme d'échéancier, de par cœur et de normes plutôt que d'apprentissage. Comment faire pour changer cette perception des choses? Personnellement, je propose un système d'alternance. Cela signifie d'échanger des cours du curriculum scolaire normal, donc de français, de mathématiques ou peu importe, avec des cours d'activités en lien avec les intérêts même de l'élève. Par exemple, une journée typique serait composée de français, par la suite d'improvisation, par la suite de mathématiques, par la suite de sport. En alternant ainsi ces activités, les élèves seront davantage motivés à se présenter à l'école et ainsi à se sentir valorisés dans les activités qu'ils font. Cela revient à la question classique. Il ne faut pas se demander ce que la société peut se faire pour vous, mais bien ce que vous, en tant qu'individu, avec vos particularités et vos différences, pouvez apporter à cette société. En deuxième lieu, abordons le système législatif. Le 25 octobre dernier, Sophia, un robot humanoïde créé à Hong Kong, recevait sa citoyenneté saoudienne. Cela correspond donc au premier robot à recevoir une nationalité, et pas n'importe laquelle d'ailleurs, celle d'Arabie saoudite, un pays, disons, questionnable en termes de respect des droits humains. Voilà pourquoi des milliers de personnes, d'hommes et de femmes, sont sortis dans la rue en se posant une question assez simple. Comment se fait-il qu'un robot puisse avoir plus de droits et de libertés que nous? Et la question est tout à fait légitime. Pourquoi prendre du temps pour adapter un système législatif tandis que nous savons pertinemment que des millions de personnes voient leurs droits fondamentaux bafoués à chaque seconde? C'est vrai. Par ailleurs, il faut réfléchir à la source du problème. Les avancées technologiques sont imminentes et instoppables. En ne s'attaquant pas aujourd'hui à ce problème, en n'adaptant pas notre système législatif, cela fera juste reporter à plus tard tout cet aspect. Prenons un exemple concret. Par exemple, un robot humanoïde tel que Sophia commettrait un meurtre. Quelle est sa responsabilité criminelle? Est-ce que cela reviendrait à l'ingénieur qui l'a formé? Est-ce que cela reviendrait en tant que tel au robot? Il y a un immense blanc dans le système légal, et si nous ne le remplissons pas, c'est les crimes qui vont décider de le remplir. Par la suite, il s'agit des communications. Nous avons l'opportunité de réussir à remplir et à améliorer les erreurs qui ont été faites dans le passé. Depuis la nuit des temps, les gens s'intéressent aux écrits qui correspondent à leur manière de penser.
Par exemple, au Québec, nous avons des journaux particulièrement distincts pour les personnes plus de gauche ou plus de droite. Par ailleurs, vous avez probablement entendu parler des algorithmes sur Facebook qui font en sorte que les nouvelles que nous voyons sur notre actualité correspondent à notre opinion politique. Ma question est simple. Pourquoi priver la population d'une contre-opinion? Nous savons aujourd'hui que c'est grâce justement à cette contre-opinion que nous pouvons réussir à nous forger une opinion nous-mêmes ou une perspective de certaines choses fondée et pertinente. Car n'importe quelle mentalité poussée à l'extrême peut être dramatique. Prenons la supposition de Hugo de Garis, un chercheur en technologie français. Selon lui, la Troisième Guerre mondiale sera créée en partie à cause de la singularité technologique. Je m'explique. D'après ses recherches, les personnes qui sont pour les avancées de l'intelligence artificielle s'opposeront à ceux qui sont contre. En voyant bien que, dans ce futur, plusieurs pays détiennent la bombe atomique, nous savons pertinemment que l'espèce humaine ne tiendra pas longtemps. Voilà pourquoi il est donc primordial de commencer dès maintenant à savoir communiquer. Si des questions si fondamentales que celles-ci vont diviser notre population, nous devons être en mesure de nous écouter et de comprendre les points de chacun des deux côtés. D'immenses défis s'offrent à notre génération dans le futur, et nous savons pertinemment qu'il faut prendre le temps de nous adapter et de comprendre ce qu'ils sont pour réussir à bien les vaincre. Voilà pourquoi je nous pose ce défi en tant que génération. Nous sommes capables de nous préparer à cette éventualité, et c'est pourquoi il faut commencer maintenant. J'ai confiance en nous. Merci.